lutter contre le trafic de la drogue et le grand banditisme. C'est justement dans ce sillage-là, et respectant ces éléments de coopération entre les États-Unis et la Guinée, et justement vu l'enjeu que le secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme a été créé par le président Dadis sous la commande, à l'époque bien sûr, du capitaine Moussa Thiebro Camara, aujourd'hui colonel. J'en parle, Monsieur le Président, parce que beaucoup de gens pensent que ça a été une création ex nihilo qui permettait justement au président, à son ministre, Thiebro, à tous les CNDD, de s'attaquer à ceux-là qu'il n'aimait pas et que c'était un règlement de compte. Cela n'était pas le cas. C'était le président Dadis. Il était miraculé parmi les hommes. Parce que quand vous avez reçu une balle dans votre tête, et quand vous êtes chef d'État, on ne s'élimine pas à une seule balle. Rappelez-vous l'histoire d'Ibrahima Manissari, comment on appelle cela? C'est Ibrahima Manissari, je prononce mal le nom. Quand il a reçu la balle, il était à terre, il était mort, mais on continuait de tirer sur lui. Mais vous savez comment le président Dadis a été sauvé? Vous allez encore comprendre que parce que c'est un homme bien et que tous les biens que nous faisons sont récompensés. C'est d'un des gardes, Mansaré, qui a sauvé la vie au président Dadis. Vous savez comment il a connu Mansaré? Dans un de ses cortèges, il a vu Mansaré courir pendant des kilomètres. Derrière, il le suivait. Alors qu'il devrait envoyer des gens au Maroc pour être formés pour sa sécurité personnelle, le président Dadis a pris soin d'appeler Mansaré, qu'il ne connaissait pas, et de supprimer le nom d'un de ses neveux. Les gens sortaient. Sa version des faits, de ce qui s'est passé au camp Koundara, puisque lui, il était là. Mais on ne sait pas où il se trouve aujourd'hui. Ce Mansaré, le président ne le connaissait pas. Mais on a même, chaque fois qu'on a parlé du président Dadis ici, on a parlé de ses proches. On a parlé de ses parents. J'ai même entendu dans les plaidoiries, pas même dans les débats, ça a été fait à tout moment, un confrère dire qu'il a recruté ses proches. Je vais parler de Kaléa aujourd'hui et vous n'aurez plus l'ombre d'un seul doute. Et je discuterai sur la base des documents fournis par le parquet sur ce qui s'est passé, sur tout ce qui est lié à Kaléa. Je vais vous dire qui sont les meilleurs amis du président Dadis dans la vie. Vous avez dû connaître Boubacar Bari, Big Up. J'insiste dessus, Bari. Il est Bari. Ce n'est pas un proche, ce n'est pas un parent, ce n'est pas quelqu'un de la forêt, comme on veut faire croire ici. En voulant faire passer cet homme pour un ethno-stratège, il ne l'est pas. Keleti Faro, Biche. Ces personnes-là ne viennent pas de chez lui. Ces personnes-là viennent d'ailleurs. Et je vais vous dire des choses, Monsieur le Président, pour comprendre que cet homme n'est pas celui que le parquet
la partie civile, à des moments donnés, une partie de la défense veut présenter. Prenez les décrets qu'il a eu à prendre. Prenez les membres de son gouvernement. Voyez là-dedans combien de proches il a. Docteur Diaby, le ministre Diaby, quand il passait ici, vous a dit qu'il ne connaissait pas le président Dadis. Il a expliqué comment il est rentré au camp, qu'il le connaissait et tout. Mais il a été nommé par le président Dadis ministre de la Santé. Parce qu'il fait partie des meilleurs médecins dans son domaine en Afrique. Je ne parle pas de la Guinée, hein. Je dis en Afrique. Et d'ailleurs, il semble que celui qui le concurrence est un Marocain. C'est celui-là qui est assis devant vous. Le président Dadis l'avait nommé pour ses compétences. Le cas du colonel Thiebro, après le président Dadis, il est resté. Je ne suis pas sûr que le président Alpha Condé l'avait aussi dans son cœur. S'il a gardé, c'était bien parce qu'il méritait d'être là, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et ainsi de suite. Monsieur Toubou Kamara vous a dit, celui qui a été son homme, l'homme de confiance du président Dadis, c'est monsieur Aboubakar Diakité alias Toumba. Je crois qu'il ne vient pas de chez lui. Il vient d'ailleurs. Pourtant, c'est lui seul qui pouvait être à côté de lui quand il se lavait. Pourtant, c'est lui seul qui dormait auprès de lui. Pourtant, c'est lui qui pouvait être armé à ses côtés lorsque lui, il était désarmé. Et il vous a même dit qu'il était son conseil spirituel. Est-ce qu'il vient de chez lui? Non, il ne vient pas de chez lui. Arrêtons de penser que le président Dadis est un homme qui fait la promotion de son ethnie, est un homme qui fait la promotion de la forêt. S'il y a bien une partie de la Guinée qui n'a rien gagné, qui a perdu quand il a été aux affaires, c'est bien la forêt. Il faut qu'on se le dise. S'il y a des choses qu'on n'apprécie pas chez lui, là-bas, c'est bien parce qu'on pense qu'il n'a pas pris en compte la forêt. Pourtant, non, lui c'était un homme d'État. Et quand il était chef d'État, on vous le dira, personne n'osait parler le Paléo, le Guerzé, à la présidence, devant lui. Mais pourtant ça se fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas faire la différence. Et rappelez-vous qu'il a suspendu un de ses ministres pour cette raison. Le ministre de l'administration et le ministre des Affaires politiques. Alors, comment peut-on penser un seul instant que cet homme-là connaît l'ethnie? Comment peut-on penser un seul instant à cela? Le président Dadis vit aujourd'hui en tant que miraculé parce que Dieu n'a pas voulu qu'il soit enterré, qu'il ne soit pas ici pour que ses ennemis lui fassent endosser ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Voilà un miraculé qu'on garde à la maison centrale, alors qu'il a décidé, parfois même en désaccord avec son avocat à l'époque, de rester à votre disposition. Quelle garantie pouvait-il donner d'autre? Et Monsieur le Président, je vais vous étonner. Un procès a suivi son cours normal. Un arrêt a été rendu renvoyant les personnes devant la cour d'assises. Cet arrêt a été rendu par le président de la chambre d'accusation
qui aujourd'hui est le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est là-bas. Mais le président Dadis n'a jamais voulu que cette affaire-là soit programmée. Chaque fois que je lui en ai parlé, il m'a dit, maître, je suis plus petit que la Guinée. Les événements du 28 septembre ont touché la conscience nationale, ont touché la conscience internationale. Faire un procès pour tentative d'assassinat contre le président Dadis serait me mettre au-dessus de la République. Tant que le procès des événements du 28 septembre n'est pas tenu, ce procès ne se tiendra pas. Est-ce qu'il y a un homme encore plus grand que cela? Est-ce qu'il y a un républicain plus grand que cela? Un autre exemple. J'étais avec lui à bord de l'avion quand nous avons été malmenés partout. Nous venions à Conakry à partir de Ouagadougou, dans Air Burkina, le 26 août 2015. Je peux déjà vous assurer qu'on avait eu plusieurs autres billets. Mais c'était compliqué et il fallait tenter. Et c'est pour ça que nous avions pris Air Burkina. La nuit, le Premier ministre Zida, personnellement, m'a contacté parce qu'il ne pouvait pas le contacter. Parce que c'était impossible de le convaincre qu'il devrait encore rester là alors qu'il voulait venir dans son pays. Il est venu me voir. Il m'a parlé. Il m'a dit que ça va être difficile de rentrer. Il ne le sait pas. Et je lui dis aujourd'hui dans mes plaidoiries. Et le Premier ministre Zida, qui a été président pendant quelques jours, m'entend. Quand il m'a vu que je t'envoie la fille du président. Elle vient pour que vous alliez voir le président chez lui, Kafando. Il n'était pas pour que nous venions. Tard la nuit, ils m'ont envoyé le ministre de la Sécurité. On ne pouvait pas lui parler directement. Mais l'État burkinabé ne voulait pas être impliqué. Alors, à l'aéroport, ce matin-là, dans la loge officielle, il était juste question de venir à Conakry via Abidjan, où on devrait atterrir. Mais ce matin-là, de manière improvisée, on a pris des passagers à destination de Accra. Que le président me pardonne beaucoup. Je savais déjà beaucoup. Et quand on venait, à 5 minutes de l'atterrissage, Madame Olga, qui était à l'époque ambassadrice de la Guinée en Côte d'Ivoire, était déjà à l'aéroport pour empêcher, pas elle parce qu'elle avait déjà pris des dispositions, mais il fallait rendre compte en tant que témoin oculaire de ce que la Guinée ne veut pas, que le président Dadis entre en Guinée. Notre aéronef, notre avion manquait de kérosène. J'ai un procès verbal dans ce sens-là. Et le pilote, qui s'appelle Atié, puisque je suis avocat des Atié ici, il est Atié, mais il vient de San Pedro, est venu et a dit qu'on ne pouvait pas atterrir parce qu'il y a à bord de cet avion une délégation du président Dadis. Et on nous interdit d'atterrir. On ne connaît pas la raison. C'est à ce moment-là qu'il a cherché à faire des manœuvres pour qu'on retourne. Je suis allé le voir en tant qu'avocat. Et il m'a repris la même chose. Je lui ai dit, c'est vous
le chef d'État à bord de cet avion. Faites-nous un procès verbal. Il l'a fait. Et quand, dans les mauvaises conditions, parce qu'à Corégène, on a atterri à l'aéroport international de Accra à 10h25, la police ghanéenne est venue à l'avion, au bord. Aujourd'hui, j'apprends partout que l'un des plus érudits, c'est Sano. Mais qui a mis en lumière Sano? C'est le président d'Addis. Mais pourquoi lui, on veut faire comprendre que tout ce qui est lié à lui est mauvais, alors que ceux qu'il a fait passer devant sont des lumières? Cet homme est grand. C'est pour ça que j'ai l'obligation de prendre tout mon temps et de parler de sa grandeur. Le droit, je vous le dirai. Soyez-en sûrs. Le droit, je vous le dirai. Je dirai le droit sur tribunal. Et je dirai le vrai droit à ce tribunal. Je dirai le droit à ce parquet. Je dirai du vrai droit à ce parquet. Je dirai le droit à cette partie civile. Je dirai du vrai droit à la partie civile. Un véritable droit et pur. Et je donnerai même des leçons. Et je vous donnerai des choses tellement simples pour que vous compreniez que ce que l'on veut compliquer ne doit pas être compliqué. Que ce que l'on veut cacher ne doit pas être caché. Vous ne verrez jamais, Monsieur le Président, un prix Nobel du droit. Vous verrez le prix Nobel de la physique, le prix Nobel de tel, mais en droit, non. Vous savez pourquoi? Tout a été écrit en droit. Tout a été écrit. Le droit, il évolue par des interprétations, par la réalité nouvelle qu'on transpose en loi. Mais tout a été, et je ne pouvais pas accepter qu'il soit perturbé. Avec un mauvais anglais, j'ai fait comprendre à la police ghanéenne que vous ne pouvez pas, pendant que notre avion bat pavillon burkinabé, nous ne sommes pas au Ghana, vous ne pouviez pas monter là. Et j'ai dit au pilote, si vous les laissez monter, je déposerai plainte, non seulement contre la compagnie, Burkina, Air Burkina, contre vous, capitaine, à bord, et contre le Ghana. Alors, ce sont des anglophones qui comprennent et qui respectent beaucoup les avocats. Ils m'ont tout simplement demandé qu'ils voulaient une vérification et que si je pouvais avoir des passeports. Je lui ai retiré son passeport. Encore une fois, je n'ai pas voulu qu'il soit dérangé. Avec mon passeport, c'est là que j'ai compris qu'il y avait 3 autres personnes. Et j'ai montré. Et on est resté. On a voulu que nous descendions. J'ai dit qu'on ne descendait pas. On restait dans Air Burkina, ou c'est à Conakry, ou on retourne à Ouagadougou. Sinon, on reste là et on fait ce que l'on veut. On a fait descendre plus de 100 passagers. Et je remercie ces gens-là qui, à bord de l'avion, nous ont tellement encouragés, ont pris toutes les photos du monde avec nous. Et nous étions 4 dans ce grand Boeing battant pavillon burkinabé pour retourner. On a donc décollé à 12h25. Ce qui fait que nous avons perdu sur le tarmac de l'aéroport d'Accra 2h20 et quelques minutes. On est donc entré à Ouagadougou. Je ne l'ai jamais vu aussi abattu. Je ne l'ai pas vu le jour du 28 septembre, puisque le témoin Thibou a indiqué comment il était abattu et qu'il n'avait pas reconnu l'homme d'autorité. Mais il était abattu. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour vous parler de l'homme. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères, Foyamen Bakayoko, qui m'a dit être en Italie, parce que les politiciens ivoiriens voulaient récupérer. J'ai travaillé avec un avocat ivoirien, un avocat ghanéen et un avocat burkinabé pour saisir la cour de la CEDEAO. Parce qu'on ne pouvait pas interdire à un citoyen de l'Afrique de l'Ouest le droit
de venir dans son pays simplement parce qu'il est inculpé, alors qu'à ce moment-là, on laissait les Nicolas Sarkozy rentrer en Guinée en étant inculpé, se promener partout. Quand on a fini de travailler sur la base du procès verbal qui m'a été donné par la compagnie, c'est lorsqu'on était prêt à saisir la cour de la CEDEAO que le président Dadis m'a dit non. Il ne se rappelle peut-être pas, ça a été notre premier désaccord. Parce qu'on avait fait des nuits blanches. Si j'ai commencé par dire, dans mes plaidoiries, défendre un chef d'État, c'est passé plusieurs nuits blanches, c'est une raison. Il m'a dit non, mais la raison qu'il a invoquée tenait. J'ai trouvé l'homme, un homme sage, un grand. Il m'a dit, comment voulez-vous qu'un ancien chef d'État assigne son pays devant une cour régionale? J'ai compris le patriote. Il ne l'a pas fait. J'ai encore toute une documentation là-dedans. Je l'ai encore avec moi. Comment cet homme-là, à qui on reproche tout ce qu'on est en train d'imaginer, peut décider de rentrer, peut voir son honneur sali comme on veut le faire. Monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, j'ai défendu l'honneur du miraculé. Permettez-moi de défendre l'honneur de l'exilé, de l'homme forcé à l'exil, l'homme transporté d'urgence au Maroc pour des soins médicaux, obligé d'atterrir à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y être forcé à l'exil. Vous ne voyez pas que les pays africains subissent l'honneur, non plus de l'homme, non plus du militaire, non plus du chef d'État, non plus du miraculé, non plus de l'exilé. Mais je vais défendre l'honneur d'un homme écarté du pouvoir. Monsieur le Président, dans son exil forcé, le président Dadis s'est vu imposer un document dénommé Accord de Ouagadougou, qu'il a définitivement écarté du pouvoir. Vous savez, il l'a fait un homme de paix. Il n'était pas obligé de signer. Nous y reviendrons tout de suite. Il l'a fait un homme grand, parce que la Guinée était tenue par deux hommes fidèles à lui, le colonel, maintenant colonel Claude Pivy, et le colonel Moussa Tebro. Mais je vais y arriver, c'est lui qui leur a dit, laissez-moi signer. Laissez-moi signer. D'abord, je ne suis pas en capacité de raisonner normalement, correctement, parce qu'il était encore convalescent. Vous l'avez vu à la télé. On a commencé à l'humilier à partir de là. Vous l'avez vu dans l'habit qu'il portait à Ouagadougou, à la télé, quand on a fait le semblant d'une passation de pouvoir, en lui imposant, parce que la communauté internationale l'a voulu, parce que Bernard Kouchner était déjà au Maroc, parce que le responsable des renseignements de l'ambassade de France en Guinée était déjà au Maroc, avec qui moi j'ai parlé, parce que celui-là a vu l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction avant moi. Moi qui suis avocat dans le dossier, lui il avait déjà l'ambassade et il m'a appelé. Il est aujourd'hui au Cameroun. Et il vous dira ce que je lui ai dit et ne répétera plus jamais de la vie. C'est pour ça que je refuse, pour des visas, de passer par l'ambassade de France. Il a accepté pour la paix. Il a accepté parce que c'est un homme de dialogue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Monsieur le Président. Là encore, c'est Thibault qui l'a dit. Il a accepté parce qu'il était l'ami
de tous les politiciens. Jamais dans l'histoire de la Guinée, aucun chef d'État n'a été aussi proche des politiciens. Il le rencontrait individuellement, il le rencontrait collectivement. Jamais dans l'histoire de la Guinée, aucun président n'a été aussi proche des journalistes. Il le rencontrait quand il voulait. Mais quand il voulait, Amadou Diallo l'a confirmé ici. Il vous a dit ici que le président Dadis était l'ami des journalistes. Mais nous avons affaire à un régime militaire, hein, où le premier responsable est l'ami des militaires, plutôt des politiciens. Allez au Burkina aujourd'hui. Mais pourquoi je vais loin? Chez nous. Vérifiez ce qui se passe chez nous, aujourd'hui. On a retiré à tous les médias les licences. Allez au Mali. Mais lui, c'est pendant sa gestion du pouvoir, allez vérifier, je l'ai vérifié au ministère des Affaires politiques, plus de partis politiques ont été agréés. Mais comment? Voilà pourquoi je dis que c'était un chef d'État incompris. Aucun n'aura la chance. Ils n'auront plus cette chance-là d'avoir accès au bureau, au domicile d'un chef d'État. Même celui-là qu'on a utilisé pour l'écarter en tirant sur lui, sait qu'il n'aura plus jamais de sa vie la chance qu'il a eue avec le président Dadis. Mais jamais de la vie. Je sais que seul il y pense. Je sais que seul il le regrette. Il n'aura plus jamais ce privilège qu'il avait, en tout cas pas dans ce pays. Voilà. Un homme qui, en un temps record, en 11 mois, 20 jours, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si nous considérons que la prise du pouvoir, 23 décembre, jusqu'au 3 décembre, avec la tentative de coup d'État, coup d'État bien sûr, de tentative d'assassinat contre lui, si on prend cette période, on va dire 11 mois, 20 jours. Mais si on prend jusqu'au 15, puisqu'il était encore là, même s'il était en convalescence à l'étranger, on va prendre 1 an, 23 jours. Cet homme-là, dans ce temps record, a permis à des partis politiques en Guinée de se mouvoir, a permis à des politiciens de Guinée d'avoir la meilleure fréquentation qu'ils n'avaient jamais eue, a permis à des journalistes d'avoir la meilleure fréquentation. Cet homme qui était disponible pour tout, a été forcé et mis à la porte. Parce qu'il s'est attaqué à plus fort que lui. Parce qu'il s'est attaqué aux narcotrafiquants. Parce qu'il s'est attaqué à la corruption. Parce qu'il s'est attaqué aux prédateurs de l'économie. Parce qu'il s'est attaqué aux Occidentaux. Parce qu'il s'est attaqué aux colons. Parce qu'il s'est attaqué à ceux qui voudraient continuer de se nourrir de la Guinée alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Mais pourtant, Monsieur le Président, il l'a fait pour le peuple de Guinée. Pourtant, il l'a fait pour les populations guinéennes. Pourtant, il l'a fait pour la Guinée. Pourtant, il a fait pour le bien de nous tous ici. Il ne l'a pas fait pour lui. On lui a tendu 22 millions de dollars. Vous connaissez tous sa réaction. Tous les Guinéens sont informés. C'est le seul ancien chef d'État. Il y a un seul chef d'État au monde qui soit plus pauvre que lui. C'est bien l'ancien président uruguayen qui vit presque dans une case. Cet homme, je le connais et je connais ses souffrances. Cet homme, je le connais et je connais ses souffrances. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
Voilà le véritable sacrifice fait par le président. Ce jour-là, le jour de la passation, de la supposée passation de pouvoir, ce jour-là, il était attendu par tout le peuple de Guinée. Ce jour-là, le pays était tenu par le commandant Moussa Tiebro Camara. Le pays était tenu par le commandant, je crois à l'époque, Claude Pivy. L'aéroport était tenu. Tout le monde savait qu'on ne pouvait pas humilier un chef d'État dans ce sens-là. Mais c'est lui qui, pour la paix, pour la quiétude dans la cité, pour éviter une guerre civile à la Guinée, comme on a connu en Côte d'Ivoire, comme on a connu en Sierra Leone, comme on a connu au Libéria, c'est lui qui a dit « Laissez-les retourner en Guinée. Laissez-les rentrer. » Il ne savait pas qu'il venait de signer son arrêt et qu'il resterait prisonnier toutes ces années. Jusque maintenant, là, il continue d'être prisonnier. Et il ne savait pas, à ce moment-là, qu'il resterait entre les mains de ses ennemis. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, qu'il ne dormirait plus jamais tranquille. Mais le président Dadis l'a fait pour ce pays, a donc évité à ce pays une guerre civile. Le président Dadis, c'est un homme qu'il fallait vaille que vaille, advienne que pourra, écarter du pouvoir par tous les moyens, y compris son empoisonnement, y compris son élimination physique. Le 3 décembre n'était qu'un coup qui avait réussi. Mais lorsque l'avion du président Kadhafi, qui tenait tant à lui, a passé plusieurs jours à l'aéroport pour qu'il parte, on a compris qu'en allant voir Kadhafi, celui-là lui donnerait peut-être de l'argent. Celui-là, comme il a assisté bon nombre de gouvernements en Guinée, notamment le gouvernement de Lansana Kouyaté, on savait qu'il partait chez un homme qui est foncièrement panafricain. Cet homme avait vu en lui un autre panafricaniste, un autre Thomas Sankara, un véritable homme de l'Afrique. On a eu peur. On a dit, si vous laissez le gars là partir, ce n'est pas bien. S'il revient, c'est terminé. Voilà pourquoi on avait saboté l'avion. Parce qu'on voudrait d'abord qu'il parte seul, pour qu'une fois là, il ne revienne plus. Ayant compris le manège, il a dit, on part tous ensemble. On devrait donc monter un coup pour dire, si vous y allez, Arédor, Saint-Alphonse Touré, vont vous abattre. Arédor, le coup était bien monté, parce que Arédor était l'homme de confiance de celui en qui il avait le plus confiance, le général Sekouba Konaté. Mais Saint-Alphonse Touré, l'actuel
commandant du Bata, était le petit sûr du colonel Claude Pivy. Et on savait ce qu'était le colonel Claude Pivy pour lui. Il fallait donc couper l'herbe sous ses pieds, l'isoler et le fragiliser. On a donc dit, ces gens-là voulaient vous abattre, on va les arrêter. Arodor, c'était le patron du régiment. Je parlerai du régiment. Son adjoint, c'était ça, Alphonse. Il fallait donc qu'on les arrête. On les a arrêtés. Parce qu'on a voulu affaiblir le président Dadis. On a voulu le fragiliser. Il a dit quelque chose dans cette salle d'intéressant. Il avait parlé de force d'opposition. La présence des hommes du colonel Thiebro et des hommes du colonel Pivy dissuadait tout le monde. Parce qu'il ne suffit pas de tuer un chef d'État. Il faut prendre le pouvoir. Mais lorsque vous saviez même qu'en les tuant, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir, vous ne le ferez pas. Voilà comment Aridor et l'autre ont été arrêtés. Et voilà comment M. Aboubakar Diakité est devenu commandant du régiment. Dans les faits, puisque cela a été demandé par le général Sekouba. Mais je reviendrai à cela et je vous donnerai plusieurs nominations de plusieurs chefs d'État faits dans le monde entier sans un acte écrit. Et d'ailleurs, le commandant a même résumé ici, lorsqu'il vous a dit, mais le président Dadis lui-même, c'est un décret. Ne vous laissez pas désorienter. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas embobiner. Soyez vigilants. Parce que l'homme que vous jugez, je suis en train de vous présenter sa vraie personnalité. Il ne mérite pas d'être ici. Il ne mérite pas cette place. Sa place n'est pas dans ce temple de Thémis. Sa place n'est pas à la maison centrale. Mais ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il m'a dit, alors que tout le monde demandait de mise en liberté, il m'a dit non, maître, je ne veux pas de demande de mise en liberté provisoire. Bon, la liberté n'est d'ailleurs pas provisoire. Je ne veux pas de demande de mise en liberté. Laissez-moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que les gens vont me passer? Si, par extraordinaire, cette liberté-là m'était accordée. Mais ils diront que le président Dadis a un traitement de faveur par rapport aux autres. C'est pour ça que nous ne l'avons jamais fait. Même quand il a été malade à des moments donnés, même quand il a été brûlé aux pieds, nous n'avons jamais demandé qu'il soit hospitalisé quelque part. Parce que ça n'a jamais été son vœu. Son vœu a été de rester à la disposition de cette justice qu'il a aussi contribué à forger en sa façon et de la meilleure des manières. C'est pour ça que quand un représentant du ministère public l'avait traité de dictateur, votre réaction, monsieur le président, n'avait pas tardé. Ça a été automatique. Et vous êtes d'ailleurs allé jusqu'à dire, en vous adressant directement à lui, au président Dadis, que le temps que vous aviez passé, vous n'aviez causé aucun tort à des magistrats. Cela a été dit dans cette salle ici. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, je me tiens donc devant vous encore pour parler cette fois d'un témoin, pour défendre l'honneur d'un témoin. Un témoin qui a changé de statut pénal pour des raisons politiques. Je vais vous les donner tout de suite. Là,
quand on va lui parler de lui, vous comprendrez d'où il tire son inspiration quant au respect qu'il a pour la justice de son pays. Et d'ailleurs, je profite pour le dire directement. Le président Dadis a eu un papa, Mamadi Koulé Kamara, un paysan, pas riche en argent, mais riche en vertu. Il a été le planton d'un juge de paix, Feu McCarthy, le confrère Feu McCarthy, qui était le collaborateur de Maître Youssouf Kamara. À l'époque, il était juge. Son papa était le planton de ce dernier. Puisqu'il vivait entre Zérékoré et son champ où il partait, il passait la nuit tous les week-ends, il a vu que ce papa-là, les gens le considéraient comme un juge. Parce que quand vous êtes avec le juge, ceux qui tournent autour viennent toujours vous voir pour que vous alliez vers eux. Mais ce qui l'a marqué, c'est que son père n'avait jamais accepté de prendre de l'argent avec quelqu'un. Ce qui l'a marqué, c'est que son père donnait tout sans attendre de retour. Ce qui l'a marqué, c'est que son père pouvait accepter qu'ils aient faim alors qu'il pouvait nourrir ceux autour de lui qui ne connaissent même pas. Ce qui l'a marqué, c'est que même dans cette pauvreté, son père s'est battu pour qu'il soit heureux. C'est pour ça que l'on vous dit que le président Dadis est généreux. Il ne peut pas l'arrêter. Donnez-lui 10 000, 10 millions, alors qu'il n'a rien. Et faites passer quelqu'un qui a besoin de 10 millions, il lui donne. Et lui, il souffre. Tout le monde le connaît pour cela. Il est connu pour cela. C'est justement de là qu'il a commencé à aimer la justice. C'est de là qu'il a commencé à aimer les gens de robe. C'est pour ça, quand il a été président, il a cherché à rencontrer tous les gens de robe. Voilà d'où il tire. Et cela ne peut pas changer. Cela est indélébile. Rien, mais rien, aucune situation, fût-elle des conditions aussi dégradantes, aussi inhumaines, aussi cruelles, dans lesquelles il se trouvera, ne fera changer cela. C'est indélébile. C'est exactement comme quand vous partez voter et vous mettez votre doigt dans l'encre indélébile. Vous saviez que pendant des heures, cette encre-là ne quittera pas. Cela n'est pas que cimenté dans l'esprit du président Dadis. C'est bétonné. Et avec du béton fort, avec du ciment fort. Donc rien, mais je dis bien rien, mettez-lui dans toutes les conditions exécrables. Il respectera la justice de son pays. Parce qu'il vit de cela, parce qu'il se nourrit de cela, parce que c'est ça sa vie. Parce qu'il sait, pas uniquement que personne n'est au-dessus de la loi, il sait surtout que tout le monde doit obéissance à la justice. Voilà donc pourquoi il avait décidé d'écrire pour être entendu en ces termes. Nous, avocats sous-signés et conseils habituels de M. Moussa Dadis Kamara, avons l'honneur de vous informer que notre client demeurant actuellement à Ouagadougou, Burkina Faso, souhaiterait être entendu par vous sur les événements du 28 septembre 2009. Quel chef d'État a été modèle que lui dans ce pays par rapport à cela? Je vais arriver devant, puisque je parlerai du républicain, je parlerai du patriote. Je défendrai l'honneur de ce prisonnier politique qu'on est en train de garder, qui a été gardé, qui continue d'être gardé pour des raisons que je vais évoquer ici. Voilà. Un homme d'honneur. Le déshonneur, ce n'est donc pas avec le président Dadis. Il considère, en effet,
que dire ce qu'il sait des événements, de ces événements malheureux est un devoir personnel envers le peuple de Guinée et constitue un attachement à la justice de son pays. À notre humble avis, les modalités de son audition relèvent de la procédure définie par les articles 105 alinéa 2 et 114 du Code de procédure pénale. En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir prendre acte de la volonté de notre client et de mettre en place les dispositions nécessaires en vue de son audition et de nous en tenir informés. Nous vous informons enfin que nous adressons copie de cette lettre à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Conakry et à Monsieur le président de la chambre d'accusation de la même Cour pour leur bonne information. Tous ces actes-là sont dans le dossier, Monsieur le Président. Tout est dans le dossier. Mais je ne sais pas si le parquet les a lus. Je ne sais pas si les avocats des parties civiles ont lu ces actes. Parce que si on les avait vraiment lus, on n'aurait jamais pensé que c'était un homme de déshonneur. Si on avait vraiment lu ces actes-là, les attitudes auraient changé à son égard. Et j'espère de tout cœur qu'après mon passage, les regards, les attitudes, les gestes vis-à-vis de ce grand homme devraient changer. C'est justement après ce courrier que j'ai reçu un autre courrier du pôle d'instruction m'indiquant, Ahmed Jean-Baptiste Joukame Abba, avocat, nous avons l'honneur de vous informer que dans le cadre de l'exécution de notre commission rogatoire en date du 4 février, concernant Moussa Dadis Camara dont vous êtes le conseil, nous nous transporterons le lundi 6 juillet au Burkina avec l'accord des autorités judiciaires de ce pays. Ce courrier n'a pas été respecté parce que le transport judiciaire, ce n'était pas pour qu'il soit entendu comme témoin, c'était lorsqu'il a été inculpé. J'y reviendrai là-dessus, puisque je parlerai de l'honneur de l'homme inculpé. Alors, il a donc été entendu le 28 février 2015. Mais ce qui est, et j'étais là, à côté, toujours à ses côtés, à Ouagadougou, au tribunal de grande instance, au bureau de la doyenne des juges d'instruction. Et ce qui est surprenant, monsieur le juge président, messieurs les juges assesseurs, c'est que les mêmes questions formulées ici, dans la commission rogatoire, ont pratiquement été les mêmes qui ont été dans l'acte d'inculpation. Au point que la juge Bassolé m'a appelé un jour pour me dire « Mais maître, je ne comprends pas. Mais si on voulait bien inculper le président Dadis, mais il fallait tout simplement le faire. Mais pourquoi il fallait d'abord l'entendre comme témoin ?» Alors, il a donc été entendu comme témoin. C'est donc l'honneur de cet homme-là qui devrait rester témoin, mais qui ne l'a pas été pour des raisons politiques, qu'il a été inculpé. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dans mon élan, je me tiens toujours devant vous, cette fois cet après-midi, pour défendre l'honneur d'un inculpé. L'honneur d'un inculpé pour des raisons autres que judiciaires. Oui, le président Dadis a été inculpé sans l'existence d'aucun indice grave et concordant
de nature à justifier son inculpation. Aucun indice grave et concordant rendant vraisemblable sa participation, directe ou indirecte, en tant qu'auteur ou co-auteur ou complice à la commission des faits pour lesquels il est renvoyé devant vous. C'était d'ailleurs un témoin, je viens de vous le dire avec les documents à l'appui, qui a été inculpé uniquement pour des raisons politiques. La première raison, c'était quoi? C'était que parce que le président Dadis avait accepté d'être président d'un parti politique qu'on appelait le FPDD. Il a été inculpé le 28 février 2015. 2015, c'est l'année électorale en Guinée pour le deuxième mandat du président Alpha Condé. Il est désigné pendant qu'il est à Ouagadougou par un parti politique président. Il accepte d'être le président de ce parti. L'autre, parce qu'il a tout simplement reçu le président de l'UFDG, M. Cellou Diallo. Alors même qu'il recevait tous les Guinéens, tous les officiels qui partaient lui rendre visite à Ouagadougou. Il recevait le garde des Sceaux, Christian Sow. Il recevait des magistrats quand il partait pour des séminaires à Ouagadougou. Mais il recevait tout le monde, le président de l'Assemblée. Il recevait le Premier ministre. Il recevait tous les ministres. Mais parce que tout simplement, il avait décidé de recevoir Cellou Diallo. Le président Alpha a dit, alors, ils veulent me menacer. Nous connaissons qui il est en politique. Donc, il fallait l'empêcher. Il fallait l'empêcher. Il fallait donc l'empêcher d'être candidat. C'est pour ça qu'il a décidé de demander au juge d'aller l'inculper. Et ça, je pèse mes mots. Je le dis plus haut ici. Je le dirai plus haut qu'ailleurs qu'ici. Que le président Dadis n'a pas été inculpé pour avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Tout le monde le sait. Mais il a été inculpé pour des raisons politiques parce que le président Alpha ne voulait pas l'ayant transformé en fonds électoral, ce qui continue aujourd'hui, et j'en parlerai. Il n'a pas voulu qu'il vienne. Il reste populaire, hein, qu'on le veuille ou pas. Et une bonne partie des Guinéens se reconnaissent au président Dadis. Et quand je dis une bonne partie, mais une véritable bonne partie, hein, mais une grande partie, se reconnaissent en lui, l'Adoub. Il est l'idole de générations connues. Voilà les deux raisons pour lesquelles il a été inculpé. Vous comprendrez en réalité pourquoi le parquet, le ministère public, les partis civils ont des difficultés de démontrer les bien fondés de telles ou telles infractions à son égard. Heureusement qu'on reviendra sur ces infractions-là. Voyez-vous donc, est-ce que, parce qu'on reçoit un leader politique, adversaire politique d'un chef d'État, est-ce que, parce qu'on est désigné président d'un parti politique et qu'on sait que l'on devrait venir, qu'il y a ça? C'est pour ça que le 26 août 2015, quand on a été bloqué, rappelez-vous que le 26, ça devait être un jeudi ou un vendredi. Et que le dernier jour, pour lui, pour faire acte de candidature, c'était le lundi qui suivait. À partir du moment où on ne pouvait pas venir, il ne pouvait plus faire acte de candidature. Le président Alpha l'avait donc éliminé. Et j'en ai parlé dans les médias. J'ai même fait la une sur TV5 Monde. Les archives sont là, entre le 26 août
Et le 1er septembre, ben, allez, vous verrez. Il a donc été empêché, inculpé pour ça. Pourtant, il a été entendu comme témoin. Fin février, le dernier jour d'ailleurs, ce février-là, c'était un 28 jours. Donc, mars, témoin. Mai, avril, témoin. Mais parce qu'un parti politique dit, vous êtes président du parti politique et vous allez être notre candidat. Parce qu'on sait que s'il est candidat, ça remet toutes les cartes à zéro. On dit on va l'inculper et on va se servir de cette inculpation qui n'est pas une condamnation, qui ne salit pas son casier judiciaire, qui ne lui a pas empêché d'aller et de venir. En tout cas, les juges n'ont pas décidé d'une mesure comment on appelle cela, coercitive contre lui. On a dit on va l'inculper. Et ce qui est mauvais, ce qui fait mal, c'est que des ONG comme la FIDH, l'OGDH, qui sont des appendicites de la FIDH et de certains partis politiques, rassurez-vous que je vais démonter du premier mot au dernier mot ce rapport de la commission d'enquête internationale. Nous avons apporté des études pendant 21 jours, des sociologues, des historiens, des médecins. Je vous présenterai ce rapport-là et vous comprendrez que ce document n'en est pas un. Ce document n'en est pas un. Parce que tout ce qu'il y a là-dedans, ce sont des éléments qui ont été fournis par la FIDH. C'est-à-dire, on est parti et juge en même temps. Mais la FIDH se mêle de quoi? Regardez, Monsieur le Président, à ce moment, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, voici ce que le président a dit. Et à l'époque, c'était le président Tchernosso. Je lis. Le retour de Dadis Camara dans le jeu politique est une insulte face aux victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009 et au peuple guinéen dans son ensemble. C'est devant la justice guinéenne qu'il devrait se présenter et non à l'élection présidentielle. Lorsqu'il était au pouvoir, Dadis Camara a violé chacun des 10 engagements pour les droits humains, et je vais les lire tout à l'heure pour vous. Et une élection présidentielle apaisée. Que nos organisations demandent aujourd'hui aux candidats d'endosser pour faire de la présidentielle de 2015 un moment de démocratie sans violence. Rappelez-vous la lettre des juges quand on a demandé que le président entre. On m'a dit que sa venue ne devrait pas être mise à profit pour troubler l'ordre public. Voilà une ONG appendicite de parti politique qui dit qu'une personne qui a tout le bénéfice de ses droits civiques, de ses droits civils, ne peut pas être candidat. Alors que c'est un Guinéen comme tous les autres Guinéens. C'est un Guinéen comme vous, comme moi, comme celui qui tient ce discours. Rappelez-vous, ce que Avipa a dit. Moussa Dadis Camara a déjà été entendu depuis le Burkina en qualité de témoin et il est aujourd'hui sous le coup d'une demande d'inculpation émanant de la justice guinéenne. Dans ce contexte, il est tout simplement impensable qu'il songe à revenir sur la scène politique guinéenne.
Dans ce contexte, ce que nous attendons désormais, c'est qu'il soit formellement mis en cause par la justice et qu'il réponde de ses actes devant un jury populaire aux côtés de 13 autres personnes déjà mises en cause dans l'affaire du 28 septembre 2009, a déclaré Asmaou Diallo, la businesswoman dans cette affaire. Alors, un président demande de rentrer, on fait la sourde oreille parce qu'on va avec des politiciens et on l'empêche, on demande à des juges d'aller l'inculper, on fait pression pour l'empêcher de rentrer, mais au moment où il demande de rentrer, on dit inculpons-le. Est-ce que ce n'est pas exact que le président Dadis n'a jamais été inculpé parce qu'il existait contre lui des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission en tant qu'auteur, co-auteur ou complice des faits aujourd'hui pour lesquels il est poursuivi. Comment comprendre cette médiatisation à outrance d'un Guinéen qui décide de rentrer dans son pays et qui prend le soin d'informer toutes les autorités de son pays, mais à qui on lance toutes ces choses-là? Entre le président Dadis, qui veut venir, qui veut se mettre à la disposition de la justice, et la justice qui le refuse de venir, et les autorités politiques qui refusent qu'il rentre, et les ONG qui crient dans tous les médias qu'il ne peut pas rentrer, entre eux et Dadis, qui doit-on faire, à qui on doit faire des reproches par suggestion? C'est une figure de style d'ailleurs. Je réponds que ce sont ces ONG-là qui doivent encore apprendre. Ce sont ces politiciens-là qui doivent encore apprendre. Ce sont ces juges qui ont succombé aux pressions des politiques qui devraient encore apprendre. Et le comble, Monsieur le Président, pendant ce temps-là, des gens qui ne sont pas du tout de la FIDH et autres ont fait un document qu'ils dénomment les 10 engagements pour les droits humains et une élection présidentielle apaisée en Guinée en mai 2015, au moment où seulement le président Dadis décide de rentrer. Et pour encore vous parler de la grandeur de l'homme, à l'époque, la FIDH avait tellement dit des contre-vérités sur l'homme que j'avais décidé, avec ses appendicites d'ONG en Guinée, comme l'OGDH, j'avais décidé de déposer une plainte. Là encore, il m'en a empêché. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, que c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, parce que si on avait conduit toutes ces plaintes-là, aujourd'hui, on n'aurait pas en réalité compris ce qu'est le grand homme que vous êtes. Voici les 10 commandements que l'on fait juste parce que un Guinéen demande de rentrer en Guinée. Engagement numéro 1. Promouvoir et protéger à tout moment les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les libertés fondamentales garanties par la Constitution et les instruments internationaux auxquels la Guinée est partie, et particulièrement les droits des femmes. Comme si le président Dadis n'avait ni droit civil, ni droit politique, ni droit économique,
ni droits sociaux, ni droits culturels, comme si les libertés fondamentales garanties par la Constitution ne l'intéressaient pas en tant que citoyen. Engagement numéro 2. Promouvoir un esprit républicain, la paix, le dialogue, le respect des institutions, d'une société civile adverse et d'un média indépendant pour l'avènement d'une démocratie apaisée mais vivante. Le président Dadis est un républicain et je vais en parler tout à l'heure. Le président Dadis est un homme de paix. Le président Dadis est un homme de dialogue. Tibou Kamara, monsieur le ministre Tibou Kamara vous l'a dit que c'était le seul qui ne voulait jamais prendre seul une décision. Il réunissait tout le monde à table. Il demandait l'avis de chacun. Il est même allé jusqu'à vous dire, ici, que parfois il voulait que sa décision reflète la synthèse de tout ce qui a été dit. Mais nous parlons conduite prévue par la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance que la Guinée a ratifiée le 17 juillet 2011 et à ne pas appeler, soutenir ou participer à toute forme de changement anticonstitutionnel. Il vient pour participer au jeu démocratique. Mais si on n'a pas confiance, parce qu'on estime qu'il a pris le pouvoir dans la rue, le président Ouad l'avait dit, et sans effusion de sang, c'est important de le noter, pendant qu'aucune institution de la République n'était dans la légalité, l'Assemblée était illégale pendant plusieurs années. Il vient au pouvoir parce que ses compagnons lui font confiance. Parce que le général Lansana Conté lui-même l'avait déjà préparé à cela. Parce que l'armée lui a porté son choix sur lui. On dit, oui, il est militaire. Ça, c'est un push. D'accord. Mais qu'il veuille venir participer au jeu démocratique, on pense qu'il ne peut pas. Mais pourquoi on ne l'électe pas? Candidat à l'élection présidentielle, et on aurait compris s'il était aussi détesté qu'on le pense. Si ce déshonneur dont on parle à son encontre était vraiment d'actualité. Engagement numéro 5. Garantir les libertés d'expression et d'action des journalistes et de la société civile, en particulier l'indépendance et l'intégrité des journalistes, des organes de presse, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme et de leurs activités. Je mets quiconque au défi. Ici, je mets l'ensemble des acteurs de ce procès au défi d'indiquer une seule fois qu'un journaliste a eu des problèmes au temps du président Dadis et emprisonné. Mais pourtant, on les connaît tous les jours. Je mets quiconque au défi. Mais bon Dieu, pourquoi on veut faire passer cet homme, ce symbole, là, pas, parce qu'il n'y en a pas. Vous trouverez, vous ramasserez des témoins dehors, sur Facebook. Pendant que nous sommes en procès, vous écrirez aux gens pour chercher des preuves de manière déloyale. Je reviendrai sur cela et je démontrerai la véritable déloyauté pour que chacun comprenne que quand on est dans un procès, l'égalité des armes interdit qu'une partie écrive à des organismes pour avoir à son niveau des éléments. On a écrit aux gens de Kalea, on a écrit aux gens de la Banque centrale. Mais le crime n'étant pas parfait, on a plutôt trouvé des documents qui anéantissent le parquet lui-même. Et je vais revenir sur ces documents-là, en ce qui concerne Gono Sangaré, dont on a tout le temps parlé. En ce qui concerne Bienvenue Lama, le document qu'on a écrit au directeur de Kalea, qui existe d'ailleurs en 2 copies. Mais le parquet n'engage aucune poursuite pour faux. Mais on continue de garder ces documents-là dans un dossier de procédure. C'est pour ça, Monsieur le Président, que j'ai commencé par vous rappeler votre serment. Et je l'ai fait sciemment. D'aucuns me reprocheront peut-être d'avoir fait plus tôt. On aurait dit on le fait à la fin. Mais j'ai fait exprès.
J'ai ma propre méthode. C'est pour ça que je veux rappeler le sens, la portée liée au port de cette robe que vous portez. C'est pour ça que je vous dois donner la signification de chaque élément de cette robe. De la pitose, du rabat, des vermines, des différentes couleurs. Et je vous dirai à la fin pourquoi vous ne portez pas les mêmes robes. Vous trois. Et pourquoi cette distinction? Je vous le dirai à la fin. Alors, qu'on arrête de considérer un homme qui a fait de la liberté d'expression une habitude dans son pays. Un homme qui a permis à des journalistes d'exercer correctement, librement. Un homme qui recevait des journalistes à domicile, à n'importe quelle heure. Quelqu'un qui n'aime pas des journalistes. Quelqu'un qui doit respecter cela. Et on pense que, oui, lui ne peut pas être candidat, parce que s'il est candidat, ceci, il ne peut pas respecter. Des ONG dont d'ailleurs la Constitution a été vigoureusement contestée à cette barre ici. Je ne reviendrai pas là-dessus, puisque la défense de Dadis l'a déjà démontré avec brio, avec brillance, avec tous les éléments qu'il faut, et de manière imparable. Lutter contre toute impunité, notamment, ça c'est l'engagement 6. Engager et mener des procédures judiciaires contre tout auteur de violation des droits humains et de crimes particulièrement dans le cadre de manifestations ou de violences à caractère politique. Vous voyez des ONG qui deviennent des politiciens. C'est normal parce que ce sont des appendicites des partis politiques. Quand vous voyez un tel contenu, vous voyez que c'est écrit par des partis politiques. Et là encore, le président Dadis était l'ami de tout à l'heure. En donnant, je vais donner des exemples. Je viens d'un pays limitrophe, je ne dis pas, je suis à la télé, où je suis allé rencontrer un ancien chef d'État. Et je sais ses conditions. Et j'y retourne le 24. Je sais ses conditions. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vit. Encore une fois, ce n'est pas la personne de Dadis qui doit compter. C'est ce que le président Dadis a incarné dans ce pays. Il a signé des décrets. Il a signé des brevets. Il a nommé des magistrats. Il a nommé des ministres. Il a mis en lumière des Guinéens. Respectons-le. Il est accusé, il le reconnaît. Mais sa situation d'accusé ne permet pas qu'on lui ôte le privilège qui est déjà pour lui un droit acquis. Et ça, nous ne serons pas d'accord. Et je crois que tout Guinéen épris de justice ne devrait pas être d'accord. Je pense que vous ne devrez même pas être d'accord. Remercions le président Dadis. Puisqu'aujourd'hui, à l'étranger, on pense qu'en Guinée, on a de véritables palais de justice. Parce que c'est ce qu'on montre. Remercions. Remercions-le. C'est un client de mon cabinet qui a construit ce bâtiment. Je connais tous les détails. Remercions-le. Parce que s'il n'était pas là, on serait peut-être... je n'aurais pas cet espace-là pour me mouvoir comme je le fais. Hein. Naturellement, le parquet aurait toujours sa place, mais pas dans ces fauteuils-là. Il serait sur des bancs très durs. Engagement numéro 7. Des ONG appendicites qui se disent partie civile dans ce procès et qui sont juges. Quelle crédibilité on va leur donner? Quelle crédibilité on va donner à ce qu'elles ont produit? Quelle crédibilité on va donner à des gens qui ont monté le rapport de cette commission d'enquête internationale en quelques jours? Je vais vous parler même de l'heure, du nombre d'heures qu'ils ont fait ici, du nombre de personnes et de là où on les a accueillis. Et si c'est possible humainement, vous verrez que en tout,
Ils n'avaient que 5 minutes pour entendre les gens. Et là encore, ça veut dire qu'ils n'ont pas rencontré les autorités. Mais je reviendrai sur ce document-là. Et sur ce document, je perdrai peut-être 2 heures ou 3 heures. Parce que c'est le sésame du parquet. Parce que si le parquet et la partie civile veulent renoncer à ces infractions, c'est justement en considération de ce rapport d'enquête international qui est truffé de contre-vérités sur l'histoire de la Guinée, sur la sociologie de la Guinée, sur la géographie de la Guinée, sur la culture guinéenne. Parce que ceux qui l'ont fait ne connaissent pas la Guinée. Et on refuse que entre nous, on se fasse confiance. Parce que ce que les Guinéens ont fait, parce que ce sont des Guinéens qui sont avec nous, non, ça on ne reconnaît pas, ceci est injuste, c'est ce qui est fait par l'étranger qui est juste. Engagement numéro 7. Prendre des mesures nécessaires pour mener à leur terme les procédures judiciaires et l'organisation de procès sur les crimes les plus graves en Guinée, notamment ceux du massacre du 23 septembre, de novembre 2010, de janvier et février 2007, ainsi que de rechercher, poursuivre et juger, dans le respect des normes internationales, les auteurs présumés et autres violations graves des droits humains en n'accordant aucune immunité aux acteurs de ces crimes. Voilà des ONG appendicites des partis politiques qui choisissent leurs propres affaires qu'elles veulent faire juger. Et on commence par l'affaire du 28 septembre, simplement parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays. On doit l'inculper. Voilà. Et ce sont ces ONG-là qui se disent partie civile à cette procédure. Ce sont ces ONG-là qui donnent des éléments qui semblent être les sésames de ce que la poursuite possède. Nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas cela. Et au prix de toutes nos forces, nous n'accepterons pas cela. En tout cas, en ce qui concerne le président Dadis, nous n'accepterons pas qu'il soit déshonoré. Nous n'accepterons pas qu'il soit humilié. Et nous sommes sûrs et convaincus qu'il ressortira plus grand de ce procès. Plus grand et encore plus grand. Engagement 8. Garantir l'indépendance de la justice, coopérer avec les autorités judiciaires et garantir un budget suffisant pour mener à bien des procédures équitables, impartiales et respectueuses des droits inaliénables des victimes et de la défense, ainsi que de promouvoir et garantir des enquêtes indépendantes et partielles sur les violations des droits humains et du droit international pénal, notamment en coopérant avec la Cour pénale internationale. Il y a même une faute dès lors qu'on parle de coopération en matière de droit international. Ce n'est plus du droit international pénal, mais c'est du droit pénal international. Là encore, la différence est énorme. Et nous y reviendrons. Conformément aux engagements pris par la Guinée, s'agissant de la poursuite de tous les présumés responsables des crimes commis au stade du 28 septembre et au cours des jours suivants. Voyez-vous cette fixation, Monsieur le Président? Messieurs les assesseurs, voyez-vous cette fixation? Tout ça, parce que le président Dadis a décidé de rentrer dans son pays et de se mettre à la disposition de son pays, de se mettre à la disposition de la justice de son pays, après avoir écrit à toutes les autorités, tant judiciaires que politiques. Pourquoi? Engagement numéro 9. Appuyer le processus de consultation de la population sur les termes, les conditions et les personnes chargées de mener un réel processus de réconciliation nationale basé sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis et les réformes institutionnelles permettant
la non-répétition des crises et des violences des droits humains. Le président Dadis a choisi cette voie-là avant ces ONG. C'est depuis le premier jour qu'il avait déjà commencé à poser des actes. Même en étant forcé à l'exil, il était déjà sur le chemin de la vérité. Alors pourquoi mettre de telles galimatia sur un document et pour l'empêcher? Dans ce temps de tennis, monsieur le Président, beaucoup de choses ont été des logorées. Beaucoup de choses ont été de la poudre de perlintintin. Beaucoup de choses ont été de galimatia. Et ça n'honore pas la justice de notre pays. Engagement numéro 10, c'est le dernier engagement. Sur la base des consultations nationales menées, mettre en place une commission de réconciliation nationale basée sur la vérité, la justice, la réparation des préjudices subis, et ainsi de suite. Des ONG qui demandent la mise en place d'une commission nationale et qui ne font pas confiance en une commission nationale créée entre les Guinéens. Et comment on doit les prendre au sérieux? Comment doit-on prendre ces ONG-là au sérieux? On va vous interrompre. Oui, Monsieur le Président. Veuillez rejoindre le box.